Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Maintenant, je vais animer une activité de lecture méthodique du premier chapitre du roman à thèse Le dernier jour d'un condamné de l'écrivain français Victor Hugo, date de licence 1902, date de décès 1985. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la bonne initiative prise par notre sage ministère de l'Éducation nationale, à savoir l'enseignement et l'acquisition du savoir via l'information à distance. Comme je saisis l'occasion pour remercier les autres profs qui ont déjà entamé, participé, collaboré à l'enrichissement de cette application, bien de cette méthode, et qui ont fait preuve et montrent d'un esprit de solidarité et d'abnégation sans égal et incomparable. Comme je viens de dire, nous allons travailler sur le premier chapitre du roman Le dernier jour d'un condamné. Puisqu'il s'agit du début du roman, on doit, comme toujours dans une lecture méthodique, on commence par une mise en situation. Donc, mise en situation. C'est ce qu'on appelle la situation du passage. Nous sommes au début du roman, c'est ce qu'on appelle texte d'ouverture, ou bien un incipit, qui correspond normalement dans les étapes du chemin narratif à ce qu'on appelle la situation initiale. Quand on parle de l'incipit ou bien de la situation initiale, on parle d'un rang et d'une fonction précise, à savoir la présentation des personnages principaux et le cadre spatio-temporel, c'est-à-dire le temps et l'espace où se déroulent les événements, et bien sûr l'intrigue, c'est-à-dire le thème dominant et majeur de l'histoire. Donc, on peut dire dans cette première étape, à savoir la mise en situation, ce passage, bien ce chapitre, constitue le début du roman à thèse Le dernier jour d'un condamné, donc ce chapitre constitue le début du roman à thèse Le dernier jour d'un condamné plutôt, Le dernier jour d'un condamné, à savoir l'incipit. Je répète, ce chapitre constitue le début du roman à thèse Le dernier jour d'un condamné, à savoir l'incipit, qui correspond, donc, ce début du roman, ou bien le texte de Virgile, qui correspond à la situation initiale dans les étapes du chemin narratif. Dans les étapes du schéma narratif. Et là, c'est-à-dire le chapitre bien l'incipit ou bien la situation initiale, donc le début du roman, à savoir l'incipit, comme je viens de dire, l'incipit a un rôle précis. Il a pour rôle de présenter les personnages principaux. Les personnages principaux, bien sûr le cadre spatio-temporel, c'est-à-dire le temps et l'espace où se déroulent les événements, donc le cadre spatio-temporel, ainsi que l'intrigue. C'est-à-dire que l'auteur nous donne une idée sur le thème dominant, le thème majeur de l'histoire. On peut dire ici l'action de l'histoire. Ou bien le thème
majeur et dominant. Déjà le titre du dernier journal condamné nous donne une idée sur le thème dominant, à savoir la condamnation à mort. Donc je répète, ce chapitre constitue le début du roman Athènes, le dernier journal condamné, à savoir l'incipit, qui correspond à la situation initiale dans les étapes du schéma narratif. Et là, c'est-à-dire l'incipit, est là pour rôle de présenter les personnages principaux, le cadre spatio-temporel, ainsi que l'intrigue, ou bien l'action de l'histoire, qui correspond, qui veut dire le thème majeur et dominant de l'histoire. Comme je viens de dire, on parle dans toute l'œuvre d'un seul thème, à savoir la condamnation à mort. Maintenant, on passe à la deuxième étape de la lecture méthodique, à savoir l'identification des passages. Ou bien du chapitre. Donc, dans l'identification des passages, on va faire un petit bref rappel sur les informations concernant l'auteur et aussi concernant le roman. On va commencer par donc, le titre de l'œuvre. Donc, le dernier journal condamné. C'est le titre, donc le dernier journal condamné. On peut ajouter la date de publication du roman, à savoir 1829. 1829. Donc, auteur, c'est Victor Hugo. Donc, sa date de naissance, on a déclaré déjà, 1802, la date de décès, 1885, c'est-à-dire qu'il est mort à l'âge de 83 ans. Donc Victor Hugo, c'est un écrivain ou bien romancier. Si on veut donner une petite biographie sur l'auteur, donc c'est un romancier, un dramaturge, c'est-à-dire quelqu'un qui écrit les pièces de théâtre, un poète aussi, et aussi un politicien, c'est-à-dire un homme de politique, et aussi un intellectuel engagé. Donc je répète, donc Victor Hugo est un romancier, dramaturge, romancier c'est quelqu'un qui écrit les romans, dramaturge qui écrit les pièces de théâtre, poète qui écrit les poèmes. Donc, il y a plusieurs romans comme Les Misérables qui ont été adaptés sous forme d'un film. Dramaturge, il a écrit Hermanni par exemple. Poète, il a écrit Les Contemplations. Et politicien veut dire un homme de politique. Intellectuel engagé. Engagé veut dire quand un auteur, bien un écrivain, bien un poète, écrit, bien se consacre à la défense d'une cause universelle et planétaire. Donc, un intellectuel engagé. Comme le cas de Victor Hugo ici, tous ces écrits sont consacrés à la défense d'une idée ou bien d'une cause universelle. Ici, il cherche à abolir la peine de mort ou bien la condamnation à mort. Donc, le genre de roman, c'est un roman à thèse. Qu'est-ce que ça veut dire un roman à thèse? C'est un roman, ça fait partie de la catégorie des textes à idées, contient d'idées, où les auteurs ou bien les écrivains cherchent à défendre une cause, bien une thèse, en investissant une histoire fictive, bien imaginaire, mais au service de la véhiculation. On cherche à travers cette histoire fictive qui n'est qu'un prétexte et non pas un but en soi. Mais l'auteur cherche à travers cette histoire fictive à transmettre des messages, à véhiculer des idées et des pensées. C'est ça, le roman à thèse. Maintenant, le type, ou bien le courant littéraire. Le courant littéraire,
auquel appartient le romancier Victor Hugo, c'est le romantisme. C'est un écrivain romantique. Donc le courant littéraire, c'est le romantisme. Maintenant, on passe à la lecture du chapitre 1. Donc, concernant le type du texte, il s'agit dans ce chapitre d'un texte narratif. Pourquoi? Parce qu'il y a des indices qui révèlent cette appartenance, c'est-à-dire qui montrent que ce texte est un texte narratif. Déjà, on a les indicateurs temporels, 5 semaines, autrefois, maintenant. Ce sont des indices qui montrent que ce texte est de type narratif. Donc, il y a les indicateurs temporels. Donc, il y a les indicateurs temporels qui montre qu'il s'agit d'un texte narratif. Aussi, on peut dégager les temps d'iris. Des indicateurs temporels comme, à titre d'exemple, 5 semaines, maintenant, autrefois. Également, on peut, comme je viens de dire, on peut souligner les temps du récit. À savoir ici, nous avons donc, comme dans la première phrase, voilà 5 semaines quand j'habite. Nous avons ici le présent d'énonciation qui renvoie au moment de l'écriture ou bien au moment de la parole. C'est-à-dire que l'action se passe au moment de la parole ou bien au moment de l'écriture de ce chapitre. Nous avons comme temps présent de narration bien présente de l'énonciation. Et également, nous avons comme temps qui renvoie au passé l'imparfait de l'indicatif. Donc, on peut ajouter comme un autre indice qui renvoie à la nature du texte, au type de texte. On peut ajouter la succession des actions, bien l'ordre successif des actions. Maintenant, on passe au narrateur qui parle. On peut poser la question, c'est les questions de l'énonciation, bien les éléments de l'énonciation. Qui parle dans ce chapitre? Donc voilà 5 semaines que j'habite. Nous avons ici le pronom personnel je qui renvoie au personnage principal, bien à l'héros, ou bien au protagoniste, ou bien au narrateur. Le narrateur ici, c'est lui-même le condamné à mort. Donc qui parle, c'est le narrateur. C'est lui qui prend en charge la narration, qui narre. Le narrateur qui parle ici, qui est lui-même le condamné à mort. Donc le narrateur n'est autre que le condamné à mort. C'est-à-dire qu'il est lui-même le personnage principal. Le narrateur égale le condamné à mort, mais ce n'est pas l'auteur. Puisque l'auteur est Victor Hugo. Donc le narrateur égale le condamné à mort, égale le personnage principal, le protagoniste, mais ce n'est pas l'auteur. Donc l'auteur est Victor Hugo. Ce n'est pas comme la boîte à merveilles où le narrateur égale le personnage principal et égale aussi l'auteur. Puisqu'il s'agit, dans la boîte à merveilles, d'une autobiographie, c'est-à-dire le narrateur égale le personnage principal et égale l'auteur en même temps. Donc, qui parle, c'est le narrateur, bien le condamné à mort. À qui parle-t-il? La deuxième question qui fait partie des éléments de l'énonciation, à qui parle-t-il? Il parle, on peut parler ici d'une double énonciation. Donc, il parle à lui-même. Et puisqu'il parle à lui-même, on peut parler ici d'un monologue intérieur.
Donc le narrateur parle à lui-même. Donc il s'agit dans ce chapitre, ou bien dans toute l'œuvre, d'un monologue intérieur où le narrateur s'adresse à lui-même et en même temps, il s'adresse aux autres, aux lecteurs. Et nous, en tant que lecteurs, il y a aussi, c'est un terme qui englobe les lecteurs et aussi les responsables qui appliquent ceux qui condamnent à cette punition affreuse et atroce. Donc, à qui parle le narrateur? Il parle à lui-même, donc il s'agit d'un monologue intérieur, et en même temps, il parle aux autres, et également, il parle aux autres lecteurs. Maintenant, on peut poser la question de quoi parle le narrateur dans ce chapitre, dans ce premier chapitre. De quoi? Donc, qui parle à qui? De quoi? C'est-à-dire le sujet de ce monologue intérieur. De quoi parle-t-il? D'après la première phrase, qui est une phrase exclamative condamnée à mort, cette phrase nominale, on peut identifier le sujet du monologue intérieur du narrateur, à savoir la peine capitale, la peine de mort ou bien la condamnation. Qu'il parle, normalement il va parler ici dans ce chapitre, bien tout au long de l'œuvre, il va parler de sa souffrance, de sa tristesse, et de sa seule idée. Une seule idée qui le torture, de sa seule idée et de sa condamnation, ou bien voire de sa condamnation à mort. Donc le narrateur parle de sa souffrance, bien de ses souffrances, de sa tristesse, de sa seule idée, voire de sa condamnation à mort. Donc, il pense à une seule idée qui le tourmente, qui le torture, à savoir la condamnation à mort. Quand? On peut poser la question maintenant, quand? C'est-à-dire le temps. Quand qui renvoie au temps. Donc après 5 semaines du début du premier paragraphe, on peut dégager le temps. Quand? Voilà, présentatif 5 semaines, c'est un indicateur temporel qui renvoie au temps. Donc après 5 semaines, ça veut dire que le narrateur vient de condamner à passer dans sa cellule, dans son cachot, 5 semaines. Donc quand après avoir passé, ou bien après 5 semaines d'emprisonnement. On va voir qu'il ne va parler d'un emprisonnement mutuel et réciproque, c'est-à-dire un emprisonnement physique et moral. Donc on peut dire, après 5 semaines d'emprisonnement physique et moral. On va voir après la lecture du passage et du chapitre comment il a souffert physiquement et moralement. Maintenant, où le lieu? Où se trouve le narrateur ou bien le condamné à mort? Donc, il se trouve d'après le premier indice, et le premier indicateur spatial bicêtre qui renvoie qu'il n'y a autre qu'une prison, que le nom d'une prison parisienne. Donc, le narrateur se trouve dans une prison, donc Bicêtre. C'est une prison parisienne. On peut ajouter aussi la focalisation. J'ai oublié de parler de la focalisation. Donc, il s'agit ici, ou bien il est question ici d'une focalisation interne. Pourquoi? Parce que le narrateur utilise le pronom personnel je qui renvoie à sa personne, à sa propre personne. Donc, comme indice, donc l'emploi de je. Et également
on peut ajouter comme un autre indice l'expression des sentiments intérieurs et intimes du condamné. Donc, il s'agit d'une focalisation interne. Pourquoi les indices qui le montrent, qui le soulignent, il a employé le pronom personnel je qui renvoie au condamné lui-même. Et aussi, on peut parler de l'expression des sentiments intérieurs. Puisqu'il va nous parler de son état d'âme, de son sentiment intérieur et intime. Donc la focalisation, c'est interne, les indices qui le montrent. Le narrateur a employé le pronom personnel je, et aussi il a exprimé ses propres sentiments et ses sentiments intérieurs et intimes. Maintenant, on va passer à la troisième étape dans la lecture méthodique, à savoir le repérage des axes de lecture. Donc on peut mettre les axes de lecture. Maintenant, je vais essayer de vous lire ce chapitre, essayer de l'expliquer. Je vais commencer par le premier indice spatial. Bicêtre, comme je viens de dire, il s'agit d'une prison parisienne. C'est-à-dire qu'on se trouve à la capitale de la France, Paris. Condamné à mort. Le texte commence par cette phrase exclamative et nominale qui se compose normalement de trois mots. Condamné à mort. Déjà, nous avons vers la fin de la phrase une exclamation qui souligne la stupeur, la stupéfaction, l'étonnement ou bien la surprise du narrateur. Dans cette phrase, il révèle à quel degré le narrateur est perturbé et troublé par cette idée de la condamnation à mort. Il n'arrive pas à saisir qu'il est dans un cachot qui attend un châtiment ou bien une punition affreuse et effroyable. Une fin tragique, à savoir la mort. On va lui couper la tête et attend sa fin prochaine, à savoir la pendaison. Donc, condamné à mort. Le texte commence par cette phrase exclamative qui marque le pathétique aussi, le tragique. Pourquoi le pathétique? Parce que le narrateur vient le condamner à travers cette phrase et cherche à montrer le degré culminant de sa souffrance, à quel point il souffre. Ou bien, sa souffrance ici atteint son paroxysme. Donc, il souffre tellement. Donc, condamné à mort, puisqu'elle a commencé par cette phrase, pour montrer qu'elle est hanté, habitée par cette idée qui ne le quitte pas, qui ne le lâche pas. Condamné à mort. Donc il traduit aussi le tragique, puisqu'il envisage, il affronte une idée, il affronte une condamnation affreuse, horrible, où il y a la mort, où il y a le sang, l'écoulement du sang. Voilà 5 semaines, voilà 5 représentatifs. 5 semaines, c'est un indicateur temporel qui renvoie au temps, combien la durée, combien le narrateur a passé, combien de temps il a passé au sein de sa cellule, ou bien au sein de son cachot. Voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée. Ici, là, je le présente la narration de la présente d'énonciation pour que l'on voit au moment de l'écriture de ce passage. Donc il est habité, il est hanté par cette pensée. Quelle pensée? C'est la condamnation à mort. Toujours seul avec elle. Il s'agit, comme il parle d'elle face à face, d'un affrontement, de confrontation permanente avec cette idée qui le tourmente. Toujours seul avec elle, toujours glacé de sa présence, toujours trouvé son poids. Il s'agit d'une répétition au niveau du terme, toujours. La répétition du mot, toujours au niveau de 3 phrases. Donc toujours seul, c'est une répétition qui marque aussi le pathétique à quel degré le narrateur souffre. Donc il souffre terriblement de cette pensée obsessionnelle qu'il obsède. Toujours seul avec elle, on parle d'un face à face. C'est comme il personnifie, le narrateur personnifie cette idée de la condamnation à mort, glacé de sa présence. Quand il se rappelle cette idée qui ne le quitte pas, qui se colle à lui, il est glacé, courbé, toujours courbé sans son poids. Donc on peut parler ici de gradation aussi. Donc le narrateur porte, on peut considérer cette idée comme un lourd fardeau qui est très difficile à supporter pour le narrateur, à soutenir pour le narrateur, mais pour le condamné. Donc c'est un lourd fardeau, courbé sans son poids.
n'arrive pas à se relever. Pourquoi? Parce qu'il est tourmenté à cause du poids du lourd fardeau, mais du lourd poids de cette idée qui ne le quitte pas. Autrefois, c'est un indicateur temporel qui renvoie au passé, mais un passé qui est lointain. Car il va justifier pourquoi il a employé cet indicateur temporel qui normalement renvoie au passé lointain, alors qu'il n'a passé donc sa cellule que 5 semaines. Car il va justifier pourquoi il a employé cet indicateur temporel autrefois. Car il me semble qu'il y a plutôt des années que des semaines. Normalement, le narrateur a passé seulement 5 semaines dans sa cellule, mais il semble qu'il a passé des années. C'est pour montrer, pour nous manifester la longueur, la pesanteur, ou bien la lourdeur de ce temps. Pour le narrateur, le temps est très lourd. Faisons. J'étais. Donc, puisqu'il parle de son passé, il va utiliser la partie de négatif du passé. J'étais un homme comme un autre homme. Ça y est une comparaison. C'est le narrateur bien condamné. Il se compare aux autres êtres humains, aux autres hommes, avant d'être emprisonné. Avant, autrefois, il était comme les autres hommes, depuis jouit du même droit, des mêmes loisirs, des mêmes plaisirs que les autres hommes, avait été égal aux autres personnes. Chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. Ça lui suit une gradation décroissante, descendante. Aussi une répétition, puisqu'on répète le mot chaque heure, chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. Donc, quand il parle de son passé, on peut parler d'une fécondité, d'une richesse au niveau des idées. Le narrateur va le condamner avec une liberté de penser. Mon esprit jeune et riche, et son esprit, autrefois, était riche au niveau des souvenirs, au niveau des idées, des pensées, était plein de fantaisie. Il était un fantaisiste, quelqu'un qui s'attache au plaisir charnel et au loisir. Il s'amusait, et son esprit, il s'amusait à voler les unes après les autres. Ces fantaisies, ces moments de joie, de félicité. Il avait des souvenirs qui sont joyeux, sans jour et sans fin. Pourquoi? Pour montrer à quel point le nombre excessif, interminable des souvenirs joyeux, sans ordre et sans fin, et sont illimités, sans bornes, brodant d'inépuisables à travers sa certitude immense et intense de la vie. Ici, il compare sa vie passée à un rôle de tissu, comme un tissu, ça veut dire comme une métaphore ici, comme une étoffe mince de la vie. C'était des jeunes filles, donc on peut résumer son passé dans cette phrase. C'était des jeunes filles, donc il avait des relations amoureuses avec des filles. De ce qu'on dit de ça, son passé était plein d'activités, et le narrateur était actif. Il avait beaucoup d'activités effectuées dans le passé. Donc c'était des jeunes filles de ce qu'on dit ça, d'évêques guerriers. Donc le narrateur ici ne parle des habits portés. Donc il ne parle des vêtements qu'il portait avant. C'était des vêtements chic. Donc, de ce qu'on dit ça, c'est les habits, bien les vêtements portés normalement par les prêtres quand ils célèbrent le jour de la messe et le jour du dimanche. Donc, pour nous parler, nous dire, nous donner une idée sur son appartenance sociale, c'est qu'il appartenait à la classe bourgeoise. Des batailles gagnées, des conquêtes, et tout un conquérant, un séducteur, et ne cesse de conquérir les cœurs des filles, des jeunes filles. Des théâtres pleins de bruit et de lumière, quelqu'un qui aime les sorties, mais les promenades nocturnes, et puis encore des jeunes filles. Donc, quand il se rappelle son passé, il se rappelle directement, plus précisément, ses relations amoureuses avec les filles, de sombres promenades la nuit, sous les larges bras du marronnier. Donc, elle avait des relations avec les filles, des relations d'amour, promenade la nuit, sous les larges bras du marronnier. C'était toujours fait dans mon imagination. Donc, son passé était plein de richesses, rempli, était plein de fêtes. Le narrateur de le était un fêtard, quelqu'un qui aime les fêtes dans son imagination était riche, était rempli de moments de joie, joyeux, de moments de félicité, de béatitude. Je pouvais penser à ce que je voulais. Donc, son passé était, donc, la vie d'Alibert, quand il parle de son la dalle pliée, Issions de ma cellule dont les rayons parlent de ma lampe de nuit, dont
dans la trame grossière de la toile du vêtement, sur la sombre figure des soldats de la garde, dont la gibelle regarde à travers la grille de cachot. C'est-à-dire que l'environnement, l'entourage du narrateur dans son cachot, dans les murs, dans les écritures, dans les murs, et dans le soldat. Même dans la trame, les habits portés par le condamné lui-même, tous ces habits, tous ces éléments-là lui rappellent la condamnation, ou bien sa punition atroce, bien affreuse, sauvage, à savoir la condamnation à mort. Il me semble que déjà une voix a murmuré à mon oreille, condamné à mort. Ce chapitre se termine par la même phrase par laquelle il a commencé, à savoir condamné à mort, qui est une phrase exclamative, nominale, qui traduit, qui reflète le pathétique et tragique. Le narrateur est devant une situation, devant une force suprême qui le dépasse. Il n'a pas la force de dépasser cette réalité affreuse et désagréable. Condamné à mort, qui souligne le tragique et le pathétique à la fois. Donc toujours donc, la troisième étape de la lecture méthodique, c'est-à-dire les axes de lecture. On peut proposer comme premier axe l'idée obsessionnelle de la mort. Pourquoi? Parce que notre passage commence déjà par la phrase nominale exclamative condamné à mort. Donc on peut proposer comme axe 1 l'idée obsessionnelle de la mort. On peut dire que le narrateur, mais le condamné est obsédé. Le condamné est obsédé par l'idée de la condamnation à mort. Il trouve une grande difficulté à accepter, à admettre, à tolérer cette réalité, cette nouvelle réalité, cette réalité affreuse et horrible. C'est-à-dire la mort. Donc cette idée de la condamnation et de l'obsession de la mort se manifeste dans plusieurs expressions qui montrent à quel degré, à quel point le narrateur était obsédé par cette idée de la mort. Donc cela se manifeste, on peut ajouter, cela se manifeste dans l'emploi du champ lexical de l'obsession de la mort. Donc il y a plusieurs expressions dans le texte qui sont au service de cette idée, à savoir l'obsession de l'idée de la mort et de la condamnation à mort. Donc, on peut tirer comme exemple ce colle à moi, par exemple, c'est cette idée de la mort, ce colle au narrateur ou bien au condamné, m'obsède. Donc, elle est hantée, obsédée, obsède, éveillée. Donc, il y a plusieurs expressions. Donc, cette pensée infernale, donc on peut dégager plusieurs expressions.
qui renvoient au même thème. Il se glisse donc il se glisse sous toutes les formes. Et reparaît dans mes rêves sous la forme d'un coton. Donc m'obsède, m'occole, se mêle comme un refrain sur les comparaisons. On va se contenter de ces expressions. Donc le condamné est obsédé par l'idée de la condamnation à mort. Il trouve une grande difficulté à accepter, à admettre, à tolérer cette réalité affreuse et horrible, à savoir la mort. Cela se manifeste dans le poids du champ lexical de l'obsession de la mort. Ce qual à moi m'obsède éveillé, pensée infernale qui renvoie à l'enfer se glisse sous toutes les formes. Donc c'est cela concernant le premier axe. On passe maintenant à un deuxième axe. Donc axe 2. Donc le premier paragraphe du texte voit 5 semaines. Nous avons aussi ici un indicateur temporel qui renvoie au passé 5 semaines. Le narrateur et autrefois qui renvoie à un passé lointain. Et maintenant, donc autrefois qui renvoie au passé et maintenant qui renvoie à la situation présente du narrateur du condamné, dit qu'il est dans sa cellule, dans son cachot. Donc c'est le narrateur ici qui fait une comparaison entre son passé, sa situation passée et sa situation présente, voire actuelle. Donc il y a un changement, il y a une grande différence entre le passé, il y a une dichotomie entre le passé et le présent du narrateur. On peut parler de deux états d'âme contradictoires, opposés, tout à fait composés, deux situations, bien deux états d'esprit tout à fait contradictoires, opposés. Donc on peut proposer comme deuxième axe le narrateur, le condamné entre le passé et le présent. Entre le passé et le présent. Donc le narrateur, l'auteur recourt à 3 indicateurs temporels pour comparer, bien faire une comparaison, pour faire une comparaison entre deux situations contradictoires. C'est-à-dire son esprit, ou bien son état d'âme, son esprit, avant d'être condamné, quand il était libre, c'est-à-dire sa vie passée, et son esprit, après avoir été condamné. Donc on peut parler d'une dichotomie entre le passé et le présent. On va essayer de dégager les phrases qui renvoient au passé, des expressions utilisées par le narrateur pour exprimer ses sentiments ou bien sa vie avant, c'est-à-dire dans le passé, sa vie actuelle. On peut tracer un tableau pour dire autrefois la vie du narrateur, la vie du condamné, la vie passée, sa vie actuelle présente. Donc il a employé, quand il a parlé de son passé, il a utilisé l'imparfait de l'indicatif. Imparfait. Et autrefois maintenant,
Quand il a parlé de son présent, il a utilisé l'indicateur temporel maintenant, il a utilisé le présent, l'indicateur présent de l'énonciation. Comme on peut le voir dans le premier paragraphe. Voilà ce que j'habite avec cette pensée. Donc, j'habite avec cette pensée. Toujours seul avec elle, toujours placé dans sa présence, toujours pour son sens. C'est la même chose. Donc j'habite avec cette pensée quand il a parlé de son présent. Donc il était hanté par l'idée de la condamnation et de la mort. Quand il a parlé de son passé, il a utilisé l'imparfait de l'indicatif. J'ai été un homme. Là, on voit une comparaison comme un autre homme. Mon esprit était plein de fantaisie. Il a parlé de son esprit. Était plein de fantaisie. Donc il avait un passé joyeux et heureux. Donc c'était des filles, c'était des jeunes, c'était des jeunes filles. Vers la fin, il a utilisé l'expression j'étais libre. Non, libre. On va insister sur cette phrase j'étais libre. Concernant le présent, il a utilisé je suis captif. Donc, le contraire, il y a l'opposition entre libre et captif. Je suis captif. Bien emprisonné. Comment elle a été emprisonnée, bien elle a été active, elle va exprimer cette idée dans les deux phrases. Mon corps est offert dans un cachot. Mon esprit est en prison dans une idée, à savoir l'idée de la mort. Donc, il y a une opposition et une contradiction entre son passé qui était un passé heureux et son présent qui est un présent malheureux. Pourquoi? Parce que le narrateur est condamné, il attend une punition, un châtiment affreux. Il attend sa mort, sa mort prochaine. Bien, sa fin tragique. Donc, nous avons deux phrases. La première phrase, j'étais libre, qui renvoie à son passé qui était plein de moments de joie. Et je suis captif, qui renvoie au moment vécu par le narrateur au sein de sa cellule, qui est une vie, on peut la qualifier d'une vie malheureuse, triste, tragique. Pourquoi le narrateur, à votre avis, pourquoi le narrateur évoque son passé et ses moments de joie et de béatitude et de félicité? Donc il éprouve une nostalgie. Donc à travers ce paragraphe où il a parlé de son passé, de sa vie passée, le narrateur, bien le condamné, éprouve une grande et terrible nostalgie pour son, ou bien pour sa vie passée, remplie de moments de joie et de félicité. Mais ces souvenirs relatifs à son passé, ce sont ceux-là, ces souvenirs-là qui vont aggraver la situation tragique. Ces souvenirs joyeux vont aggraver la situation
tragique, et pathétique du condamné. Ils vont, c'est-à-dire ces souvenirs, ils vont le plonger dans une amertume insupportable. Donc ils vont, c'est-à-dire ces souvenirs relatifs à sa vie passée vont plonger le narrateur dans une amertume insupportable. Donc concernant on va passer au registre dominant dans ce chapitre. Bien la tonalité, mais le temps dominant dans ce chapitre. Le temps dominant et la tonalité pathétique. L'auteur ici a recouru à la tonalité pathétique pour refléter, pour traduire la souffrance et la tristesse du condamné devant cette punition, ce châtiment affreux qui l'attend. Donc, le narrateur, bien l'auteur, recourt au registre pathétique pour nous révéler à quel degré le narrateur mène une vie à quel degré le narrateur est obsédé torturé, tourmenté et hanté par cette idée, par cette idée effrayante de la mort. Cela se manifeste, donc ce registre se manifeste. Le docteur recourt au registre pathétique pour nous révéler à quel degré le narrateur est obsédé, torturé, tourmenté et hanté par cette idée effrayante de la mort. Ça se manifeste dans l'emploi des champs lexicaux. Il y a plusieurs champs lexicaux qui traduisent le pathétique, la situation pathétique où se trouve le condamné. Des champs lexicaux, normalement, quand on parle du pathétique, on utilise en recours aux champs lexicaux de la tristesse. On prend les champs lexicaux de la tristesse, la souffrance, et alors également les phrases exclamatives aussi qui traduisent, qui renvoient, qui expriment la souffrance, mais la situation pathétique du condamné. Donc les phrases, donc cela se manifeste dans l'emploi des champs lexicaux, la tristesse, la souffrance, et les phrases exclamatives qui traduisent le pathétique aussi, sans oublier bien sûr les figures de style, et surtout la gradation. Les figures de style, entre parenthèses, gradation. Surtout gradation croissante. Donc on peut donner des exemples pour les champs lexicaux de la tristesse. Il y en a beaucoup, par exemple, l'adjectif misérable,
qui renvoie pathétique à la situation pathétique du narrateur. Il y a un mot second des mains glacées, l'adjectif glacé, courbé, une phrase aussi condamnée à mort, qui est une phrase exclamative, donc qui explicite ou bien qui exprime le pathétique. Il y a plusieurs termes qui renvoient au pathétique, qui piment en semaine, il y en a plusieurs. On va se suffire de ces termes-là. Il y a les figures ici, les gradations. Concernant la gradation, on peut donner un exemple ici. Donc, une horrible, une sanglante, c'est une tachée de sang, une sanglante, une implacable, mais une inévitable idée. C'est la souffrance narrateur ici a atteint son paroxysme, son plus haut degré, mais son point culminant. Donc, c'est concernant la tonalité pathétique. L'auteur recourt au registre pathétique pour nous révéler à quel degré le narrateur est obsédé, torturé et tourmenté, surtout hanté par cette idée qui ne le quitte pas, l'idée effrayante de la mort. Ça se manifeste dans l'emploi des champs lexicaux de la tristesse, la souffrance, et les phrases exclamatives et les figures de style, surtout la gradation croissante qui est au service, bien les gradations qui sont au service du pathétique. Maintenant, on passe à la dernière étape là, la synthèse. On va synthétiser. Donc, la dernière phase dans la lecture méthodique, la synthèse. Donc 4, synthèse. Donc, le narrateur vient de condamner en pleine souffrance. Donc, il cherche à dépasser, à se débarrasser de cette idée mortelle, de cette fin tragique qu'il attend. Mais on sent donc que dans la voix du narrateur du condamné à mort, il y a la voix du docteur, à savoir Victor Hugo. On parle d'une voix intégrée dans la voix du condamné. C'est quand le narrateur parle, on sent que Victor Hugo qui est derrière, que le narrateur, le condamné, n'est que le porte-parole de l'écrivain Victor Hugo. Donc, Victor Hugo ici a investi un personnage. Bien, c'est le condamné, il a investi, bien, il a opté, on peut dire, a opté pour, bien, a choisi un personnage anonyme. C'est un personnage dont on ignore le nom, on ne sait pas le nom, mais le prénom du narrateur vient du condamné. Donc Victor Hugo a opté pour un personnage anonyme dont le crime est inconnu. C'est-à-dire le crime commis par ce condamné est inconnu. On ne sait pas quel crime. Donc dont le crime est inconnu. On ne connaît pas le crime commis par le condamné. Donc Victor Hugo a opté pour un personnage anonyme dont le crime est inconnu. Ce qu'on sait sur le personnage sur le crime, c'est qu'il a fait couler du sang seulement. Donc Victor Hugo a opté, bien a choisi un personnage anonyme dont le crime est inconnu. Pourquoi? Pour que sa thèse reste universelle. Et pour atteindre son objectif précis, à savoir, donc, à travers ce chapitre de ce roman, Victor Hugo cherche à atteindre un objectif précis, à savoir l'abolition de la peine de mort. Donc, il cherche à supprimer l'abolition de la peine de mort, ou bien la peine capitale.
Donc pour que sa thèse reste universelle, reste planétaire, l'auteur Victor Hugo a choisi un personnage dont le nom est inconnu pour atteindre son objectif précis. Donc il cherche à travers cette histoire fictive, il cherche à abolir la peine de mort. Et merci pour votre attention.